Alors, bonjour à toutes et à tous. On va débuter, puis sûrement, ça fera sûrement venir d'autres personnes, je suppose, pour ce webinaire. Donc, bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire organisé par Soltena. On va se présenter juste après sur les sujets relatifs à la communication environnementale. L'idée de ce webinaire, c'est un petit peu l'illustration que vous voyez en trame de fond, à savoir une route qui peut être potentiellement sinueuse pour certaines entreprises ou certains particuliers aussi, de bien comprendre quels sont les outils, quels sont les éléments qu'une entreprise ou qu'une offre peut mettre en avant en termes de communication autour d'une dynamique environnementale. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est un petit peu de sensibiliser, de vous informer aux différentes solutions qu'une entreprise va avoir à disposition dès l'instant où elle va vouloir construire un argumentaire relatif à une démarche environnementale apportée à son offre, que ce soit des biens ou des services. Et puis évidemment, ça a un objectif de pouvoir en tant que client, en tant que fournisseur aussi d'entreprise, aussi en tant qu'acheteur public potentiellement dans une collectivité, de pouvoir, je dirais, décrypter ou être en mesure d'analyser l'ensemble des argumentaires qu'une qu'une offre va pouvoir mettre en avant sur des critères environnementaux. Euh, alors, je vais présenter de manière très succincte le réseau Soltena. Donc, on est une association qui est qui est basée autour de 3 sites, à Poitiers, à Bordeaux et à Limoges. Et on regroupe des acteurs, principalement des entreprises qui sont engagées dans la transition écologique. Donc, principalement, ce sont des entreprises qui sont offreuses de solutions dans ce sujet-là, dans laquelle vous voyez un petit peu sur la partie droite les différentes catégories de solutions que ces entreprises peuvent mettre en œuvre. Ça peut avoir attrait à la biodiversité, aux enjeux relatifs aux déchets, à l'eau, à l'énergie, la mobilité, aux produits biosourcés, au management environnemental, à l'éco-conception également, qui fera un petit peu l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc principalement des entreprises et puis évidemment des réseaux ou d'autres acteurs qui sont complémentaires dans ce type de réseau, qui vont être potentiellement des territoires et des collectivités, des réseaux qui peuvent être des réseaux partenaires sur des filières très spécifiques ou des clusters d'entreprises. On est également en lien dans notre réseau avec plusieurs organismes qui vont être en mesure de pouvoir réaliser soit qui vont faire de l'observation sur des données en lien avec la transition écologique, qui vont pouvoir proposer des services en recherche ou des organismes de formation. Et puis le dernier bloc d'entreprises qu'on va avoir, ça va être ce qu'on appelle les entreprises engagées dans des démarches de transition écologique et qui vont proposer des solutions ou des produits qui intègrent une dimension environnementale, mais qui ne sont pas nécessairement en lien avec les filières que j'ai évoquées au préalable, qui sont sur la partie droite. On est une équipe de 12 personnes qui sont basées sur 3 sites, je l'ai dit tout à l'heure, avec des thématiques que chacun d'entre nous a en termes de compétences autour des différentes filières qui composent la transition écologique. Et donc moi-même, Damien Delettra, donc je suis référent sur le sujet de l'éco-conception et puis également des enjeux autour des matériaux et des produits biosourcés. Je suis basé à Poitiers. Et donc, on travaille, comme je l'ai dit au préalable, à 3 niveaux, en tout cas en termes d'action sur le sujet de l'éco-conception, à valoriser, en tout cas à accompagner les entreprises qui vont proposer des solutions environnementales à construire, je dirais, une offre la plus pertinente possible. Également à appuyer ces entreprises et puis également ces territoires à développer des solutions intégrant des performances environnementales. Et enfin, on est amené, dans le cadre d'un centre de ressources régionales autour de l'écologie industrielle, à mettre en œuvre des synergies, en tout cas à accompagner l'ensemble de ces acteurs-là sur les différents piliers de l'économie circulaire. Pour faire le lien aussi avec le sujet d'aujourd'hui, je le présenterai un petit peu tout à l'heure sur le sujet de l'éco-conception principalement, on est également centre relais. Peut-être certains d'entre vous connaissent soit de manière visuelle, soit de nom, soit de manière plus précise, le pôle national expert sur le sujet de l'éco-conception, qui est basé en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous, on est au sein de la Nouvelle-Aquitaine, le centre relais régional expert de l'ensemble des outils, des méthodologies et des programmes de recherche qu'ils mènent au niveau national. Et donc du coup, on est amené à les dupliquer sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc à ce titre, il y a pas mal de choses sur ce webinaire aujourd'hui autour de la communication environnementale,
qui ont été élaborés en collaboration avec le pôle éco-conception. Et puis juste pour terminer de mon côté, on anime également au sein de Soltena, mais évidemment avec d'autres partenaires qui sont la CCI Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME, un programme régional autour de l'éco-conception. Donc j'en parlerai en conclusion si jamais il y a des entreprises qui sont intéressées pour pouvoir travailler ou qui veulent engager des actions sur l'éco-conception et dans lequel la communication environnementale fait partie. On est la porte d'entrée de ce dispositif-là. Je vais tout de suite laisser la parole à notre intervenante, une de nos adhérentes aussi, Stéphanie. Merci Damien. Oui, donc je suis Stéphanie Mazet, je suis la cofondatrice de Mundao. Mundao est une jeune entreprise innovante qui travaille depuis 2018 pour le développement, la mise au point de textiles sanitaires compostables industriellement et leur mise en œuvre auprès de nos clients. Donc nous développons des produits compostables industriellement tels que la couche pour bébé qui est notre premier produit, donc la couche bébé Popotine, et également un masque compostable industriellement, voilà, Single Earth. Nous avons des enjeux de communication très importants, on y reviendra plus tard avec tout ce qui touche à ce webinaire. Et aujourd'hui, où nous en sommes, nous avons fabriqué nos premières couches et elles sont en cours d'expérimentation auprès de crèches de la région Nouvelle-Aquitaine, de 3 territoires, donc Bordeaux, Poitiers et Nord-Gironde, pour une durée de 1 à 3 mois. Voilà, donc ça y est, nos produits sont sortis de l'usine et sont en cours d'expérimentation. Super, voilà en quelques mots. Merci Stéphanie. Alors du coup, aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de la communication environnementale, des différents outils qu'il va y avoir. Donc je vais essayer de vous les présenter au fur et à mesure du temps. Et puis Stéphanie, dans le cadre justement de son offre et des différents produits qu'elle propose, pourra justement rebondir et témoigner sur comment ça se met en place, quelles sont les forces, les faiblesses et les possibilités d'action relatifs aux différents enjeux autour de la communication environnementale de ces produits. Petite parenthèse, alors évidemment, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, le support vous sera envoyé, de même que la vidéo. Et puis également, il y aura un temps de questions en fin du webinaire. En complément, vous avez le chat qui est disponible dans l'outil. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure du webinaire, n'hésitez pas, puis on essaiera d'y répondre au mieux à la fin de ce webinaire. Alors, quand on va parler de communication environnementale, en tout cas, nous, c'est de la façon dans laquelle on la traite au sein de Soltena, c'est une notion qui s'intègre dans les démarches qu'on considère ou qu'on appelle les démarches d'éco-conception. Alors, une petite introduction sur ce sujet. L'éco-conception, c'est une méthodologie, une démarche. Alors, il y a une norme qui existe, qui est située sur le bas de la slide. Il y a une norme ISO qui a été élaborée depuis les années 2020, qui nous indique plusieurs notions et plusieurs principes à prendre en compte. L'idée de ces méthodologies ou de ces démarches, c'est de penser dès la phase de conception, donc au plus tôt dans le processus de conception d'un produit, d'envisager les différentes conséquences ou impacts environnementaux que notre produit ou notre service va pouvoir avoir. Il faut savoir que globalement, c'est un petit peu les grands principes, c'est de se dire que dès l'instant où on conçoit, lors de la phase de conception d'une offre, globalement, on va définir plus de 80% des enjeux environnementaux sont élaborés lorsqu'on élabore cette étape de conception. Donc c'est vraiment le plus tôt possible qu'on va essayer d'intégrer les notions relatifs à la réflexion globale qu'on considère ou qu'on appelle plus vulgairement la dimension du cycle de vie, avec les différentes thématiques qui vont être la production de matières premières, des étapes de fabrication, des phases de transport, de logistique, de l'emballage, de l'utilisation et la fin de vie d'un produit. Évidemment, cette notion, ce schéma peut se dupliquer selon les filières. Dès l'instant, on va parler de filière textile, par exemple, un schéma relatif au cycle de vie peut être adapté. De même, dès l'instant, on va parler d'un service. Ces démarches d'éco-conception peuvent aussi s'adapter au service. On va avoir un schéma qui va être complémentaire, qui peut s'adapter. Le numérique aussi peut avoir un cycle de vie spécifique. La notion aussi importante qu'on va essayer d'élaborer dès l'instant, on va faire de l'éco-conception, et ça, on y reviendra dans cette notion de communication, c'est évidemment que proposer un service ou un produit éco-conçu, c'est bien, mais il va aussi falloir que notre produit soit efficace et soit performant. Donc la dimension de performance
notamment d'usage de notre produit, va aussi être un élément important. Dès l'instant, on va faire de l'éco-conception. Globalement, on parle d'éco-conception, donc c'est intégrer la dimension environnementale dans une stratégie ou dans un produit. C'est quelque chose qui nécessite aussi de mettre en place, ou en tout cas d'intégrer différents compromis. La dimension environnementale en est une, mais il faut également mettre en œuvre des différents parallèles en termes de contraintes et en termes de problématiques aussi à prendre en compte. Par exemple, est-ce que par rapport à l'idée que je peux avoir de mon produit, est-ce que c'est mature la technologie que je vais pouvoir utiliser? Est-ce que d'un point de vue technique, c'est faisable d'utiliser telle ou telle substance, telle ou telle matière? Est-ce qu'en termes de ressources, ces ressources vont être accessibles relativement facilement? À quel coût? Est-ce qu'elles sont renouvelables ou pas? Est-ce que j'arrive trop tôt ou trop tard sur un marché? Donc, c'est tous ces compromis-là qu'on va essayer de mettre en balance dès l'instant où on va intégrer, où on va mettre en œuvre une démarche d'éco-conception. Ça, c'est un peu les grands principes. Et quand on parle de démarche d'éco-conception, il y a différentes étapes. Donc là, j'ai repris la méthodologie qui est proposée par le pôle éco-conception, qui se déroule dès l'instant où on va concevoir soit un nouveau produit, soit on va essayer d'améliorer un produit existant pour le rendre plus éco-conçu, je dirais. Différentes étapes qui vont se traduire dans cette dimension d'éco-conception. Nous, aujourd'hui, on va s'attarder exclusivement à aborder l'enjeu qu'on peut mesurer ou qu'on estime le dernier enjeu finalement, c'est de valoriser, ou en tout cas de communiquer autour des résultats qui vont être, auxquels notre produit ou notre service va avoir au niveau environnemental. Donc les autres étapes, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, soit vous pouvez nous contacter, on va organiser différents webinaires sur ces sujets-là. Il y a également un certain nombre de vidéos ou de textes qui existent au niveau national, par exemple avec le pôle éco-conception, pour pouvoir avoir des éléments sur chacune de ces étapes. Aujourd'hui, on va traiter exclusivement du sujet de la communication environnementale. Alors, je viens de l'expliquer, globalement, nous, l'enjeu pour les entreprises, ou en tout cas des entreprises aussi du territoire, vont être, c'est ce que j'ai dit en introduction, de développer une offre ou des produits, des services qui intègrent la dimension environnementale, donc qui développent des produits éco-conçus. L'intérêt, par la suite, c'est de pouvoir, d'un point de vue technique, être en mesure de les aider, ou en tout cas de fournir les bonnes pistes, les bonnes idées, et d'éviter les erreurs au travers plutôt de l'enjeu technique de la communication environnementale. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, c'est vraiment le bloc du milieu avec la petite lunette qu'on va essayer d'aborder. Les éléments qui vont être relatifs au support de communication, au plan marketing, à la publicité, aux différents canaux de communication qui existent, ne seront pas abordés aujourd'hui. Évidemment, il y a des enjeux d'éco-conception, des enjeux environnementaux qui vont s'y intégrer, mais ce n'est pas forcément l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être surtout de pouvoir vous fournir les grandes lignes, je dirais, permettant de comprendre les enjeux relatifs à la communication environnementale du produit et donc d'éviter ce qui existe depuis un certain nombre d'années, qui est considéré comme du greenwashing et de ne pas tromper, je dirais, l'utilisateur ou le client. Alors pourquoi c'est un enjeu important? C'est vrai qu'il y a des études qui sont menées assez régulièrement par l'ADEME, généralement de manière annuelle avec le cabinet Greenflex, c'est de mesurer la consommation responsable et comment, alors plutôt les particuliers, comment ils intègrent cette notion-là. Alors j'ai repris les quelques grandes lignes du 14e, de ce 14e baromètre qui à chaque fois évolue un petit peu, enfin, qui mesure l'évolution, les tendances pour les particuliers autour je dirais de la transparence, des éléments que les entreprises évoquent dès l'instant où elles parlent d'environnement ou de communication. Et donc, il y a quelques grandes lignes qui se détachent, que je souhaitais partager pour pouvoir ensuite vous présenter les outils, les essentiels qui sont disponibles. On s'aperçoit qu'il y a un besoin des clients, des particuliers, des entreprises, déjà de faire confiance, je dirais. Alors après, le faire confiance, comment cela se traduit, c'est notre question, mais en tout cas, les utilisateurs et les consommateurs vont plutôt faire confiance aux entreprises qui proposent une offre qui intègre la dimension d'éco-conception, qui offre des produits durables.
Donc ça, c'est un point important et généralement, il évolue, je dirais, dans le bon sens. Cet indicateur, il évolue de plus en plus fortement sur cet enjeu-là. Néanmoins, on s'aperçoit que même s'ils font confiance aux entreprises qui proposent des produits durables, souvent, ben, on se rend compte qu'ils aimeraient, souvent il y a un manque d'information, un manque de transparence, notamment sur les enjeux environnementaux. Ils aimeraient, donc là, on est à peu près à 3/4 de la population qui en fait manquent d'informations, en tout cas estiment qu'ils aimeraient en avoir plus à leur disposition en termes de transparence, en termes d'information environnementale. Et une grosse majorité de la population également pense que, enfin en tout cas estime que bah, cette notion de transparence n'est pas nécessairement mise en œuvre pour les entreprises, notamment, alors c'est vrai que c'est souvent un élément fort d'un point de vue médiatique sur les conditions de fabrication, mais cela se traduit généralement par d'autres enjeux et de plus en plus, notamment sur, je dirais, la partie matière première, l'extraction de la matière première, d'où est-ce qu'elle provient. On peut envisager, faire le focus sur l'axe agroalimentaire, par exemple, d'où viennent, où sont produits les produits agricoles avant leur transformation. C'est un enjeu qui est de plus en plus mené. Et donc, du coup, comment élaborer, dès l'instant où il est une entreprise, comment on va essayer de répondre à cet enjeu et à fournir une information utile à des personnes, à des citoyens qui sont de plus en plus engagés et de plus en plus critiques aussi, je dirais, vis-à-vis de la communication qu'une entreprise peut mettre en œuvre. Donc voilà, introduction sur ce sujet. Et donc là, maintenant, l'idée, ça va être de vous présenter, je dirais, les outils, les référentiels qui existent, qu'une entreprise va pouvoir utiliser pour pouvoir répondre à ces enjeux de transparence, de niveau d'information qui peuvent être complémentaires et d'action, d'éco-conception autour de l'Europe. Alors, il y a un référentiel qui est très intéressant pour toutes les entreprises, toujours des normes internationales, des normes ISO 14020, qui précisent, ou en tout cas qui présentent pour toutes les entreprises, dès l'instant où je vais vouloir parler d'environnement, que je vais avoir un marquage ou que je vais avoir une déclaration qui fait état à une dimension environnementale, il va falloir que je respecte un certain nombre de principes. Alors, donc ça, c'est dans cette norme. Et donc, dans son premier principe, il y a 4 critères qui sont mis en avant qui nous fait état qu'une communication environnementale relative à un produit doit être à la fois pertinente, exacte, vérifiable et non trompeuse. J'ai essayé de détailler à chaque fois ce que veut dire chacun de ces termes, c'est-à-dire quand je vais faire une communication, pour qu'elle soit pertinente, il va évidemment falloir que je parle, tout du moins, des principaux enjeux environnementaux relatifs à mon produit. Si je prends un exemple sur ce sujet-là, une communication environnementale relative à un véhicule, une voiture par exemple, le principal enjeu environnemental d'une voiture thermique va être surtout sa phase d'usage. Donc, à minima, il va falloir que je parle de cet enjeu-là, la consommation de carburant, les émissions de gaz à effet de serre, lors de la phase d'utilisation de mon véhicule. Si je ne traite pas cet élément-là à un moment donné, ma communication n'est pas pertinente. En complément, il va falloir que cette communication soit exacte. Si jamais j'avance des chiffres, des éléments quantitatifs, comment est-ce que je les ai mesurés? Qui est-ce qui nous les a mesurés? Avec quelle fiabilité? Est-ce que c'est un organisme tierce ou c'est mon entreprise moi-même qui les ai obtenus avec mon propre protocole en interne? C'est toutes ces questions qui vont faire attrait à cette notion d'exactitude. En complément, évidemment, les chiffres que je peux éventuellement mettre en avant, est-ce que en tant que client, en tant qu'utilisateur, je peux les vérifier? Est-ce qu'il y a une méthode de calcul qui est propre à l'entreprise? Est-ce que je me base sur une norme, un référentiel? Est-ce qu'il y a une certification externe qui a été réalisée? Avec quelle transparence? C'est ces questions qui vont être autour de ce critère-là. Et puis, évidemment, la notion, là, ça va être tout l'enjeu, je dirais, du greenwashing aussi, de ne pas tromper les clients. Dès l'instant où je vais employer des termes flous, vagues, on en verra quelques-uns tout à l'heure, ça va pouvoir noyer un petit peu les enjeux précédents, la pertinence, l'exactitude ou la vérifiabilité des éléments. Donc, il va falloir utiliser des éléments qui peuvent être précis. Donc ça, dans le premier principe, on a 4 critères qui sont mis en avant. Et pour
dans le cadre d'une démarche d'éco-conception, pour qu'elle soit, je dirais, la plus robuste possible et tout du moins cette phase de communication environnementale afin qu'elle soit la plus efficace aussi au niveau national et notamment avec le pôle éco-conception, il y a 2 critères qui ont été rajoutés pour pouvoir être significatif en termes de communication environnementale. Le premier étant l'efficacité à l'usage, parce qu'effectivement, j'ai beau proposer ou mettre en œuvre une offre éco-conçue ou qui intègre une dimension environnementale, bah, il faut d'abord que ce produit-là fonctionne. Si jamais il ne fonctionne pas, on n'aura pas forcément ça n'aura pas été forcément judicieux de mettre en œuvre tout l'ensemble du cycle de vie, d'extraire des matériaux, etc., etc. Tout le monde, je suppose, a déjà des exemples de produits qui ont été mis en avant comme éco, bio ou quelque chose. Et puis finalement, à l'utilisation, on se rend compte que ce n'est pas du tout efficace et que ça ne marche pas du tout. Donc ça casse un petit peu la confiance qu'on peut avoir avec l'entreprise ou en tout cas avec des offres éco-conçues. Et puis en dernier lieu, il y a un critère qui est aussi important, c'est l'humilité. C'est de dire bah, qu'effectivement, on ne sera jamais parfait. Tout produit va avoir à un moment donné un impact environnemental. Et donc, de pouvoir, on aura tout le temps des marges, des axes d'action qui peuvent se déployer par la suite. Donc ça, c'est les grands principes. Et dès l'instant où on va vouloir mettre en œuvre en pratique l'ensemble de ces éléments-là, il y a tout un panel d'outils, de labels, principalement, c'est vrai qu'on pense souvent à des labels, mais il y a beaucoup de choses qui existent derrière, pour pouvoir communiquer sur la performance environnementale d'un produit. Donc là aussi, il y a évidemment des normes et des référentiels qui existent au niveau international qui vont préciser un petit peu dès l'instant où je vais utiliser tel ou tel élément relatif à de la communication environnementale, bah, comment ça se met en œuvre, quels sont les points à prendre en compte et comment ça se traduit concrètement, avec quelle force, avec quelle faiblesse aussi on va avoir selon chacun de ces types de communication. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais les détailler un par un et vous montrer un petit peu bah, pour chaque typologie de marquage, de déclaration environnementale, ce qu'il y a derrière, comment c'est évalué, comment ça se traduit. Et puis Stéphanie nous fera un petit retour d'expérience aussi, puisqu'elle a été amenée justement dans le cadre de son développement à réfléchir aux différents modes de communication qu'elle va pouvoir mettre à disposition autour de son offre. Donc le premier élément, dès l'instant où on va parler de communication environnementale, il existe les écolabels, un référentiel qui s'appelle l'écolabel, qui se traduit en France par deux logos que vous retrouvez sur la partie gauche. Le premier étant le NF Environnement, et puis la petite fleur, là, on appelle ça, elle s'appelle comme ça généralement d'un point de vue vulgaire, la fleur de l'écolabel européen. Donc, il en existe également d'autres. Là, j'ai essayé de vous en mettre quelques exemples. Dans différents pays, chaque pays, généralement, va avoir son propre référentiel d'écolabel. Vous en avez un en Allemagne, la Lange Bleue, en Corée, dans les pays nordiques. Voilà, il y a un certain nombre d'autres référentiels qui existent avec une méthodologie, une approche qui peut être différente, des catégories de produits concernés qui peuvent être différents. Qui existent aussi en termes d'écolabels. Et puis, il y en a d'autres qui, en parallèle, peuvent exister au niveau sectoriel. Je pense notamment à l'agriculture biologique pour le secteur agroalimentaire. Alors, comment fonctionne cette méthodologie, ou en tout cas l'écolabel européen? Bah, globalement, vous avez un produit, là on a fait l'exemple sur un shampoing ou un shampoing, on va dire. Et donc, il y a un cahier des charges, il y a un référentiel qui existe pour pouvoir certifier ou évaluer, avec une procédure très spécifique, évaluer si notre produit va être conforme ou non à ce référentiel et à la méthodologie qui est proposée. Donc, et si le produit répond bien à l'ensemble des critères d'évaluation, il va pouvoir apposer sur son emballage ou sur d'autres types de communication cet écolabel. Donc, globalement, c'est une démarche qu'on peut considérer comme relativement binaire. On a un référentiel qui est disponible, on vérifie si on respecte bien l'ensemble des critères, on fait certifier notre méthodologie par un organisme tierce et on bénéficie ou non, et on peut apposer ce label-là. Alors en Europe, donc ça c'est la démarche européenne, il faut savoir qu'en 2021,
Il y a à peu près plus de 85 000 produits qui portent cet écolabel européen, la petite fleur sur les emballages. Un des points importants à savoir sur cette notion d'écolabel, c'est que ce n'est pas adapté à tout produit qui existe sur le marché. Il y a 24 groupes, 24 catégories de produits dans lesquels il y a un écolabel qui a été élaboré. Alors, donc, en France, globalement, c'est surtout sur les produits de bricolage, de papeterie et d'hygiène que la vente et la commercialisation de produits écolabellisés est très importante. Il faut savoir que c'est une dynamique, ou en tout cas récemment, il y a une croissance très très importante des entreprises qui souhaitent, ou en tout cas qui se positionnent pour pouvoir disposer, en tout cas disposer de cet écolabel sur leur emballage, sur leurs produits. En France, on a à peu près 330 entreprises qui proposent ou qui mettent à disposition une offre qui intègre les critères de l'écolabel. Donc voilà, donc on a une gamme de produits qui va être précise. Il y a également des services, par exemple des services d'hébergement touristique qui vont avoir attrait à des enjeux. Alors comment ça fonctionne, cette notion d'écolabel? On va prendre l'exemple par exemple de protection hygiénique absorbante. Et juste après, Stéphanie pourra nous présenter un petit peu comment ça fonctionne, en tout cas comment ça peut se traduire chez Mundao. Le principe, c'est qu'on va avoir deux critères assez importants, enfin en tout cas complémentaires, pris en compte pour élaborer, ou en tout cas pour répondre aux critères de l'écolabel. Le premier va être, on va avoir des exigences environnementales, des exigences écologiques, pour vérifier que sur une catégorie de produits, on est bien, ou en tout cas on a bien une réflexion environnementale qui est mise en œuvre. Donc par exemple, là, pour des protections hygiéniques, il va falloir que sur l'enjeu de la matière première, ne pas utiliser du chlore pour la partie de blanchiment. Il va falloir avoir, en termes de polymères super absorbants, ne pas intégrer certaines substances qui peuvent être pas interdites, mais en tout cas sur lesquelles il y a des doutes dans leur composition, dans leurs enjeux relatifs à la santé. Il va falloir également ne pas utiliser un certain nombre de parfums pour pouvoir mettre sur le produit sous critère d'écolabel. Donc on a des exigences écologiques, généralement sur l'ensemble des étapes du cycle de vie, donc des matières premières, des étapes de transformation, des exigences sur la partie emballage, par exemple. Et puis évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction sur l'enjeu de l'éco-conception, on va vérifier que notre produit soit performant. Donc il va y avoir des exigences de qualité, ou en tout cas des performances d'usage. Pour tous les produits, on va vérifier que notre produit va être au moins aussi efficace que l'ensemble des autres produits qui ne vont pas forcément avoir d'écolabel. Et donc, on va définir des performances d'usage minimum attendues pour notre produit. Là, en l'occurrence, pour des protections hygiéniques absorbantes, il va falloir vérifier que, évidemment, ça absorbe bien les fuites et qu'il y a un moyen, un mode de mesure pour pouvoir estimer ces fuites. Il va falloir fournir un certain nombre d'essais pour pouvoir vérifier ce qu'on affirme, etc., etc. Donc, un des points importants sur cet enjeu d'écolabel, c'est que le premier, c'est qu'on va avoir un référentiel qui est mis à disposition, qui est public pour toutes les entreprises. Il est disponible sur le site de l'Union européenne, sur d'autres sites. Donc, pour toute entreprise du secteur, on a déjà une stratégie d'éco-conception qui est fournie, qui est clé en main en termes d'exigences environnementales et d'exigences de performance. Globalement, c'est un outil qui est quand même bien reconnu maintenant et de plus en plus, parce qu'il y a pas mal de pouvoirs publics aussi qui en font la promotion, qui commence à être très bien connu pour le grand public. De même, c'est quelque chose l'écolabel européen commence aussi à être de plus en plus intégré ou reconnu dans le cadre d'achats publics. Donc ça, c'est des points positifs. Après, la difficulté, ou en tout cas les points à prendre en compte, c'est qu'entre deux produits écolabellisés, qui vont avoir la petite fleur sur leur emballage, un client ne va pas nécessairement pouvoir définir, ou en tout cas comparer, différencier deux produits d'un point de vue environnemental, strictement, entre deux produits qui vont avoir cet écolabel. Donc il va falloir autre chose potentiellement pour pouvoir transformer la crédibilité environnementale d'une offre par rapport à un autre produit qui va avoir cet écolabel. Alors, je vais laisser la parole à Stéphanie qui va nous faire part justement des problématiques ou en tout cas des points importants autour de l'écolabel. Oui, alors Damien, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, l'écolabel, ça fait partie des
des tampons en quelque sorte officiels dans tout le panel d'outils que tu présentes, qui permet de donner une garantie sur la caractéristique écologique, en tout cas sur certains côtés écologiques des produits qui sont soumis et acceptés à la validation. Donc c'est l'avantage de l'écolabel. L'autre avantage étant qu'effectivement, il est, en tout cas en ce qui concerne les produits d'hygiène et notamment les couches pour les bébés, il est très souvent demandé dans les appels d'offres publics. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important parce que ça peut être un obstacle à une réponse à un appel d'offres si l'écolabel est exigé et qu'on n'est pas capable d'apporter la preuve, quoi, voilà, la validation par les instances, sachant qu'en France, c'est l'AFNOR qui dirige les audits et qui décerne les certifications. Alors, côté inconvénient, ça peut être un process un peu lourd parce que je crois qu'il y a des audits, notamment dans les usines, et puis ils demandent beaucoup de rapports, mais ce qui est normal. Nous, c'est une certification qu'on va lancer. Parce que comme on le verra un peu plus tard, on n'a pas beaucoup d'outils officiels à notre disposition pour venir vérifier ou alléguer tout ce qu'on claim. Donc voilà, mais l'écolabel en est un. Donc c'est des démarches qu'on va lancer, mais ça concerne aussi le fabricant, différents industriels. Donc c'est des processus qui peuvent être assez longs et assez compliqués, en tout cas dans la durée. Mais je pense que nous, dans notre secteur d'activité, on ne pourra pas s'en passer, notamment auprès de nos cibles, puisque nous, on cible les crèches et les collectivités pour proposer nos couches. Et donc, du coup, ce sont des marchés soumis à appel d'offres dans la plupart des cas. Ouais, très bien, merci Stéphanie. Effectivement, ce qui est important aussi d'élaborer, c'est que vous, justement, vous avez déjà envisagé de pouvoir l'utiliser. Et donc, du coup, vu que le référentiel est public, vous avez déjà pu, entre guillemets, cocher les différentes lignes relatives à l'écolabel sur l'ensemble des critères et dire, bah, ça, pour l'instant, on est bon. Et puis ça, il nous reste un petit peu de travail à faire pour pouvoir, en tout cas... Alors après, il y a des sujets qui ne dépendent pas de nous, comme par exemple le fabricant, mais enfin, on sait quand même avec qui on travaille, donc il a d'ailleurs été sûrement audité dans d'autres dossiers d'écolabel, puisqu'il produit certaines marques qui sont écolabellisées, donc c'est aussi un avantage. Voilà, mais oui, tout à fait, on a identifié les lignes et on sait qu'il y a on répond à beaucoup de points. Et juste aussi pour terminer sur ce sujet d'écolabel, c'est vrai que c'est un point aussi qui est important, et je pense pour l'instant dans une entreprise de votre taille, pour une entreprise de petite taille, c'est vrai qu'il y a un coût, c'est vrai qu'il faut le préciser, il y a un coût quand même pour avoir l'écolabel, déjà pour faire certifier les produits, et puis également chaque année, pour pouvoir apposer ce logo-là, il faut reverser une petite partie du chiffre d'affaires généré par les produits écolabellisés à l'organisme qui est en charge de ce dispositif au niveau national. Tout à fait. Merci. Donc ensuite, quand on va parler de communication environnementale, on a vu l'écolabel. Il y a d'autres dispositifs, il y en avait 4 autres. Le second va être de pouvoir utiliser le type 3 des éco-profils. Donc là, on est plutôt dans des démarches qui ne reposent pas généralement sur des certifications officielles, qui consistent à étiqueter des performances au niveau environnemental. Là. Donc, de manière plus globale et plus précise, c'est les éco-profils permettent de retranscrire des résultats qu'on a élaborés dans le cadre d'une analyse du cycle de vie, donc une ACV d'un produit, et on va pouvoir retransposer les différents indicateurs environnementaux, alors qui généralement font attrait à des émissions de gaz à effet de serre, à de la consommation de ressources, à des pollutions de l'eau, de l'air, de déchets, etc., etc. Donc selon les critères et catégories de produits, il va y avoir plus ou moins beaucoup d'indicateurs présents. L'idée de tout ça, c'est de pouvoir fournir au client une photographie à un instant donné d'un produit. Donc je vais vous présenter juste après un exemple. Sur une chaise de bureau, par exemple. L'intérêt aussi de ces dispositifs d'analyse du cycle de vie, en tout cas de marquage environnementaux, c'est potentiellement aussi de pouvoir évaluer de manière assez précise les résultats entre un produit antérieur et puis le nouveau produit qui aura fait l'objet d'une démarche d'éco-conception. Donc vous avez là en bas deux critères, émissions de gaz à effet de serre et consommation de ressources naturelles. On voit que le produit après reconception génère 72 plutôt fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que la partie précédente.
Euh, Petite parenthèse sur ce sujet-là, il y a deux référentiels qui existent principalement dans le secteur du bâtiment et dans le secteur des produits électriques et électroniques aussi, principalement dans le secteur du bâtiment, donc FDES et PEP EcoPassport, qui sont de plus en plus demandés par des clients pour pouvoir retranscrire ces résultats d'année du cycle de vie. Alors, comment ça se traduit? Bah, vous avez un exemple là, sur une chaise de bureau, avec un petit tableau qui fait référence à, alors là, 4 indicateurs environnementaux, mais dans le cadre, par exemple, du bâtiment, il y en a beaucoup plus, hein, il y en a plus d'une trentaine, avec 4 catégories d'impact environnementaux, des émissions de gaz à effet de serre, l'acidification, l'eutrophisation, les émissions de gaz et de particules. Donc généralement, voilà des termes pour le grand public, des fois, qui ne sont pas forcément bien connus en termes d'enjeux environnementaux. Mais là, l'enjeu, c'est de pouvoir communiquer sur des chiffres, donc des résultats très précis, sur le cycle de vie d'un produit et de le découper par grandes étapes et grandes familles autour de son cycle de vie, des matériaux, de la production, du transport, de la fin de vie. Donc tout ça peut aussi amener à évidemment avoir des éléments de communication complémentaires qu'on verra tout à l'heure, pour les actions qui sont menées. Mais là, l'idée des éco-profils, c'est vraiment, en tout cas les avantages, c'est qu'on est très transparent. Donc, on met à disposition des chiffres autour d'impacts environnementaux. On est également dans ces démarches-là dans une logique d'évaluation multicritère. Donc, l'idée étant de pouvoir évaluer sur différents impacts environnementaux et pas exclusivement, par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre, et donc d'éviter ce qu'on appelle les transferts de pollution. Si jamais je conçois un autre produit avec une autre source de matériaux ou une autre source d'énergie pour le faire fonctionner, est-ce que je ne vais pas transférer des enjeux environnementaux sur d'autres indicateurs? Donc ça va permettre de le prendre en compte. Et donc, évidemment, de pouvoir comparer des produits entre eux dès l'instant où on a la même méthodologie qui va être utilisée. Néanmoins, en termes de réalisation, généralement, c'est pas forcément adapté à tous les cas d'entreprise. Généralement, c'est une procédure qui peut être assez difficile ou un peu complexe à réaliser, ces outils d'analyse du cycle de vie. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, la lisibilité généralement des chiffres présentés selon le public qu'on va avoir en face, n'est pas forcément la plus pertinente. Donc, il va falloir jouer entre les différents outils de communication à ce niveau-là. Et puis juste pour conclure aussi là-dessus, le fait de mesurer les impacts environnementaux, ça ne veut pas non plus dire que notre produit, ou en tout cas notre offre, va forcément être éco-conçu. Il est possible que généralement on ait pu mettre en place plein d'actions environnementales il y a un certain nombre d'années et qui ne se retranscrivent pas nécessairement dès l'instant où on va remettre à jour des chiffres au niveau de cette évaluation environnementale. Dans les marchés publics aussi, c'est vrai que l'interprétation de ces résultats, généralement, peut être assez difficile. Donc, généralement, c'est vrai que le fait d'avoir un éco-profil, ça va seulement permettre de cocher une case, mais le client ne va pas forcément être en mesure de pouvoir interpréter entre deux offres de produits qui vont avoir un éco-profil avec une méthodologie des fois qui peut être différente, des chiffres qui vont être des fois très semblables, très proches. Comment est-ce qu'on va juger aussi le différentiel entre les deux? Donc voilà, donc cette notion d'éco-profil. Chez Mundao, est-ce que c'est des choses qui ont été envisagées? Alors, l'éco-profil, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. On envisage clairement, par exemple, de réaliser une analyse de cycle de vie. Parce que c'est le moyen aujourd'hui, un des moyens notamment de mesurer l'impact sur toute la chaîne de valeur en fait, de l'extraction à la production, à la livraison, à l'utilisation. Donc il y a voilà des organismes qui font des analyses de cycle de vie du produit aujourd'hui donc c'est quelque chose que l'on mettra en œuvre voilà dès qu'on aura fini en quelque sorte la R&D sur notre couche donc qui en est à sa V1 bientôt à sa V2. Après on peut aussi s'appuyer sur tout ce
sur une partie, sur des ACV qui ont déjà été réalisés pour les couches jetables, notamment pour les couches lavables, notamment par l'ADEME, pour analyser l'impact en fait de la production de telle ou telle couche ou de la production ou de l'usage, puisque les impacts ne sont pas les mêmes au même endroit, au même moment. Voilà. Après, ce sont pareil comme un peu l'écolabel, mais ce sont des processus un peu longs et complexes, puisqu'on analyse vraiment tout, quoi. Donc, les entrées sont multiples et c'est un travail de grande ampleur pour faire un état des lieux complet, en fait, de l'impact environnemental de son produit. Effectivement, c'est vrai que généralement, il faut beaucoup de données, beaucoup d'informations, que des fois, justement, dès l'instant où les entreprises font appel à des sous-traitants, le choix des matériaux, des fois, peuvent être très, très spéciaux, et c'est des choses qui ne sont pas forcément disponibles dans les outils d'évaluation relativement simples. L'intérêt, c'est vrai que c'est ce que Stéphanie, tu as dit, c'est dès l'instant où on veut faire engager des démarches d'éco-conception, c'est de regarder ce qui existe déjà, et c'est vrai qu'il y a souvent des référentiels, des analyses qui ont déjà été menées dans des secteurs d'activité. Ça permet d'identifier justement les pistes d'action qu'on va pouvoir mener pour améliorer son produit. Exactement. Il y a un autre, c'est un peu le pendant des éco-profils qui existent, plutôt pour le secteur du grand public, qui s'appelle l'affichage environnemental. Donc l'idée de tout ça, c'est de pouvoir afficher de manière relativement simple et concise les impacts environnementaux et de pouvoir comparer aussi des produits selon une méthodologie identique. Donc pour l'instant, c'est des choses qui sont plutôt en expérimentation, je dirais au niveau national. La France fait un peu partie des pionnières sur ce sujet-là. Vous avez en bas deux exemples, soit donner une note de A à E d'un produit, soit d'afficher un score environnemental sans unité. Le principe étant d'avoir, pour l'instant, il n'y a que quelques secteurs qui sont concernés, l'habillement, l'ameublement, l'alimentation, l'électronique et l'hôtellerie qui sont dans la phase expérimentale, mais l'idée c'est de pouvoir intégrer cette notion de multicritères environnemental, de parler à minima, ça intègre à minima les émissions de gaz à effet de serre, et puis selon les filières dans lesquelles on se trouve, d'avoir deux indicateurs de critères environnementaux complémentaires qui sont intégrés dans l'élaboration de cette note ou de ce score. Donc, je ne vais pas m'y attarder, c'est vrai que pour l'instant, c'est assez, c'est pas encore visible dans le secteur, dans les secteurs concernés, en expérimentation. Et puis, donc, du coup, je viens sur le dernier outil, le type 2, l'autodéclaration, qui va être utilisé par, je dirais, 99% des entreprises qui vont communiquer sur l'enjeu environnemental. Et bien, globalement, on se retrouve dans ce cas-là, puisque on l'a vu auparavant, soit l'écolabel, on n'est pas dans la bonne catégorie de produits, on n'est pas concerné. Également, l'écolabel, on se rend compte que voilà, ça ne permet pas de tout dire, en tout cas pas de comparer des produits. Les éco-profils, ça peut être compliqué à mettre en œuvre, on a beaucoup d'informations et les résultats ne sont pas forcément adaptés. Donc généralement, on se retrouve dans le cas d'utiliser les autodéclarations. Donc toujours, il y a une norme, la 14021, qui existe, et l'entreprise là va choisir sur quoi communiquer. Évidemment, c'est sous sa propre responsabilité. Alors, quand on parle de communication, d'autodéclaration, ça peut se traduire de plein de manières. Ça peut être un slogan, donc un slogan relatif à l'huile de colza, par exemple. Ça peut être des rapports de test pour justement rassurer les utilisateurs par rapport à la qualité d'autres produits. Ça peut être un chiffre, des grammes de CO2, un critère de recyclabilité. Ça peut être une note de calcul également sur une performance d'utilisation d'un produit en termes de performance d'usage, par exemple. Généralement, souvent, on a en tête ces éléments-là, des pictogrammes, des logos qu'une entreprise va soit développer de manière individuelle, elle va développer son propre référentiel, ou alors il y a des référentiels, des pictogrammes, des logos qui vont qui vont être portés par un organisme spécifique qui va le porter, qui va certifier, qui va faire certifier des gammes de produits pour une entreprise. Donc, Renault Eco 2, par exemple, les démarches PEFC, les démarches Energy Star, OK Compost, etc., etc. Et enfin, il y a également des indices qui existent. Indices, là, en l'occurrence, récemment, il y a l'indice de réparabilité qui existe sur les produits grand public, sur quelques produits grand public. Il y a des éco-scores également dans le secteur agroalimentaire qui existent.
Donc tout ça, on est dans cette catégorie avec la norme ISO 14001-21 qui est présente. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, globalement, en termes de mise en œuvre, l'entreprise, c'est ce que je viens de dire, elle choisit ses propres critères. Donc, par exemple, elle va choisir de communiquer sur un seul critère environnemental, les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, et seulement sur une seule étape de son cycle de vie, par exemple en phase d'usage. Mais, donc là, un seul critère, une seule phase du cycle de vie, et elle peut aussi choisir de pouvoir communiquer sur plusieurs critères environnementaux et potentiellement aussi sur plusieurs étapes de son cycle de vie. Le fait que notre produit soit recyclable, le fait qu'en fin de vie, le fait qu'il consomme moins d'énergie en phase d'utilisation, qu'en termes de fabrication, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites, etc., etc. Donc là, globalement, c'est quelque chose qui est relativement libre à l'entreprise de pouvoir définir ou de jongler avec plein de possibilités en termes d'action et de solutions de communication, tout en respectant tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les 6 grands principes qui va être la pertinence, l'efficacité, l'humilité, l'exactitude et la performance d'usage. Donc, dans cette norme ISO 14021, il y a plusieurs choses qui existent. Dès l'instant, on va parler de logo, mais il y a le point important, il y a aussi les termes qui vont potentiellement être utilisés par l'entreprise. Donc, généralement, les entreprises vont utiliser des allégations, ce qu'on appelle des allégations environnementales. Et donc, là aussi, il y a des règles qui existent. Dès l'instant où on veut utiliser, par exemple, le mot matériaux recyclés, le mot réutilisable, eh ben, il y a une précision dans cette norme qui va nous dire, bah voilà, dès l'instant où vous utilisez ce terme-là, qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte. Depuis 2012, il y a également un guide complémentaire qui existe. Vous avez sur la partie droite, là, qui est un guide élaboré par le ministère de l'Environnement, qui permet aussi d'avoir des précisions sur d'autres allégations qui sont évidemment aussi de plus en plus utilisées, avec celles que j'ai mises en rouge qui peuvent être un peu à manier avec des pincettes, je dirais, depuis l'élaboration de ce guide. Dès l'instant où je vais vouloir utiliser le terme éco ou éco-conçu ou responsable ou durable, bah maintenant, c'est vrai qu'il va falloir, bien préciser, je dirais, donner un niveau d'information complémentaire à ce mot-là pour pouvoir dire, en tant qu'entreprise, comment on l'interprète et qu'est-ce que ça fait référence dans notre produit ou dans notre offre. Donc, dès l'instant aussi où on va parler de produits éco-conçus, si notre produit est éco-conçu, il va falloir dire quelle va être la définition de l'éco-conception. Qu'est-ce qui est éco-conçu? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est exclusivement l'emballage? Un seul composant? Et pourquoi est-ce que on peut justifier que notre produit est mieux qu'un produit non éco-conçu? Alors, je vous ai mis un exemple là justement sur un label que l'entreprise Seb a lancé l'année dernière sur toute une gamme de produits qui ont ce logo éco-design. Donc, généralement, les entreprises aussi qui utilisent qui définissent leur propre référentiel, leur propre label, bah, ça fait déjà un moment qu'elles travaillent sur le sujet-là. Là, par exemple, le groupe Seb, ça fait depuis les années 2003 qu'elle travaille sur les enjeux d'éco-conception. Donc là, la volonté, c'est de pouvoir faciliter aux clients, aux consommateurs, de repérer de manière plus simple et plus facilement des produits dans lesquels il y a eu une démarche d'éco-conception qui a été intégrée. Ce qui est important aussi de mettre en avant, c'est que dès l'instant où, de plus en plus maintenant, je dirais, dès l'instant où on crée son propre outil de communication, son propre label, ça peut être important de pouvoir faire appel à une tierce partie qui permettent de vérifier qu'en termes de complémentarité avec d'application des normes, bah, on est cohérent et qu'on n'a pas mis n'importe quoi dans notre propre référentiel. Là, en l'occurrence, je vais voulu vous mettre pour illustrer un petit peu ce qu'il y a derrière, la gamme de produits qui est sur la photo, et également, cette gamme éco-design chez Seb intègre 5 critères faisant référence soit à des matériaux, enfin, c'est des haies, des matériaux à plus faible impact environnemental, la notion d'efficacité d'usage en termes de consommation énergétique, une durée de vie importante et aussi des produits qui peuvent être réparés, la recyclabilité en fin de vie et en termes d'emballage, des solutions à plus faible impact environnemental. Donc tout ça, c'est globalement ce qu'il y a derrière ce logo. Et évidemment, on peut avoir accès très facilement à concrètement, qu'est-ce qui est fait dès l'instant où je vais parler de meilleure efficacité énergétique.
sur leur site internet généralement, ou sur une plaquette dédiée au niveau du packaging par exemple, on va avoir des précisions sur ces éléments. Alors sur tous les enjeux relatifs à l'autodéclaration, j'ai essayé de mettre quelques logos aussi. Stéphanie, là, il y a peut-être pas mal de choses à dire par rapport aux choses de tout à l'heure. Ben, tout à fait. Nous, c'est clair que l'autodéclaration, c'est le type de communication environnementale le plus approprié, puisque on a vu qu'à part l'écolabel, il n'y avait pas grand-chose qui nous permettait de vérifier nos allégations. Donc, comme disait Damien, autodéclaration, ça veut surtout pas dire n'importe quoi. En fait, ça veut dire qu'on doit, quoi, voilà, nos allégations doivent être vérifiées par des études, par des analyses qui viennent appuyer et justifier nos allégations. Nous, on a des allégations sur plusieurs types de sujets, en fait, sur 3 enjeux principaux. Tout d'abord, l'usage de la couche. Comme le disait Damien, ce qu'on demande en premier à une couche, c'est qu'elle soit efficace, qu'elle ne fuit pas et qu'elle absorbe correctement. Donc, effectivement, on va devoir rassurer sur l'usage de la couche et notamment comment, en fournissant, comme le font d'autres marques de couches, en fournissant le niveau d'absorption, par exemple. Ça, c'est tout fabricant de couches à un laboratoire où on peut faire ça par un laboratoire indépendant qui va remettre un rapport en expliquant dans quel niveau d'absorption se situe la couche. Donc ça permet de rassurer le consommateur, l'acheteur, qui va être rassuré sur son absorption. Et également, il y a des analyses qui sont faites par des laboratoires agréés pour vérifier la sensibilité dermatologique, le fait que la couche respecte la peau des bébés et aussi qu'elle est exempte d'allergènes. Donc ça, on va l'indiquer quand on le claim sur le packaging et on est capable de fournir les vérifications avec les résultats d'analyse fournis par des laboratoires indépendants. Donc ça, c'est le premier enjeu sur le côté fonctionnalité-usage. Le deuxième enjeu, c'est les matières premières. Notre couche, elle est biosourcée, issue de matériaux renouvelables principalement. Donc c'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de pouvoir le prouver. Et pour ça, il existe notamment avec des organismes comme TÜV des tampons, on appelle ça des tampons en fait, qui vont dire OK bio-based, ou en tout cas voilà, et qui vont certifier, qui vont attester que la couche est composée à X% de matériaux issus de matières premières renouvelables ou de matières premières biosourcées. Donc ça, ce sont des dossiers qu'on est en train de faire pour pouvoir vérifier, montrer ce qu'on dit sur le côté biosourcé de notre couche. Voilà. Et enfin, le troisième enjeu, c'est la fin de vie. Donc effectivement, notre couche, notre allégation principale et notre élément de différenciation, c'est le fait qu'elle soit compostable industriellement. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut aussi, que l'on va devoir prouver aujourd'hui. Donc on est en phase expérimentale, mais il existe des organismes et des laboratoires qui sont agréés pour montrer que la couche est compostable industrielle. Après, c'est des sujets complexes parce que la couche est un sujet complexe. Donc voilà, donc c'est des processus qui sont aussi longs parce que quand on parle de compostabilité industrielle d'un emballage, c'est pas la même chose que de parler de compostabilité industrielle d'une couche. Dans la complexité du processus, c'est des choses des dispositifs qui sont plus ou moins adaptés et sur lesquels on a besoin de travailler avec les organismes certificateurs pour qu'ils soient adaptés à notre couche. Mais effectivement, ce sont les principaux certificats qu'on peut aller chercher. Sur les matières premières, j'ai oublié aussi tout ce qui est lié aux forêts durablement gérées. Et donc, c'est les logos PEFC, les certificats PEFC, et puis également qui attestent du non-blanchiment au chlore. Donc là, c'est TCF. Voilà, il y a toute une série de certificats comme ça qui attestent des qualités de processus de fabrication des matériaux et de la qualité des procédés utilisés pour maintenir le matériau dans une démarche environnementale correcte.
En effet, effectivement, c'est vrai que ce qui est important, c'est de pouvoir, dès l'instant où on veut rassurer aussi les utilisateurs, c'est de pouvoir utiliser des référentiels. Et c'est vrai que là, Mm. dans le secteur d'activité dans lequel Stéphanie travaille, la certification avec TÜV, soit sur la partie biosourcée, soit sur la partie compostabilité, Oui, sont vraiment le B à bas, je dirais, d'une offre qui se veut, enfin, plutôt à l'inverse, si jamais on est biosourcé et qu'on est compostable, le fait de ne pas avoir cette certification-là peut poser, je dirais, entre guillemets, un problème pour le produit. exactement. Si jamais on l'a pas. Après, juste, j'avais une petite question sur ce sujet-là. C'est comment aussi on traduit tout ça en termes de confidentialité. Je pense que pour une entreprise, et là sur les enjeux justement matériaux et puis lien avec la santé aussi, Oui. est-ce qu'il y a des comment ce point-là est abordé? Écoutez, après, avec des organismes comme TÜV ou voilà, quoi, il y a on travaille en toute confidentialité et en confiance, donc il y a des éléments qu'on peut partager. Euh, voilà, parce que de toute façon, après, quand on veut faire certifier un produit, il faut un peu ouvrir son livre et expliquer ce qu'on fait. Donc voilà, la confidentialité, après on se met d'accord sur le degré de confidentialité. Et puis voilà, mais après en général, on est quand même obligé d'être assez transparent avec l'organisme certificateur, sinon il ne peut pas faire son travail correctement. Très bien. Alors du coup, il y avait justement, ça va faire le lien avec ce sujet-là. L'ADEME justement a publié très récemment, je crois que c'est en février de cette année, un enjeu aussi relatif à la neutralité carbone. Alors qui fait un peu le lien entre une notion approche produit ou approche organisme. Et justement, cet avis de l'ADEME est assez intéressant. Il est disponible et accessible gratuitement, hein. Il est précisé pour justement les entreprises qui veulent communiquer et donc de dire, bah voilà, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et globalement, c'est un petit peu nous ce qu'on préconise aussi plus largement dans le domaine de l'éco-conception. Ce que l'ADEME proscrit, c'est d'avoir une allégation spécifique. Alors sur l'aspect carbone, 100% neutre en carbone, par exemple. Ça, c'est plutôt produit sans impact, par exemple. On peut prendre ce parallèle-là aussi. Ce qui est préconisé, c'est de pouvoir justement avoir une communication qui soit accompagnée d'autres éléments. Ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, globalement, comment la méthodologie ou comment l'évaluation a été faite, quels résultats on a pris en compte, et donc de pouvoir dire bah, par rapport au produit précédent de combien on s'est amélioré sur un certain nombre d'années, et de pouvoir renvoyer à des sources complémentaires pour pouvoir évidemment être relativement transparent, que ça puisse aussi être pas trop lourd, hein, parce que c'est vrai que dès l'instant où on parle de communication sur un emballage, par exemple, un produit, bah, il y a d'autres choses aussi à indiquer. Donc, si on parle que de notions environnementales, ça peut être vite compliqué. Donc, généralement, ce qui est préconisé à la fois par l'ADEME là, sur cette partie neutralité carbone, et puis, je dirais, nous, au niveau national, avec le pôle éco-conception, c'est de pouvoir communiquer avec ce qu'ils appellent une cascade de communication qui permet en tout cas de pouvoir dire beaucoup de choses, mais sans trop que ça soit lourd. Donc, généralement, c'est un petit peu les grands principes de pouvoir proposer une allégation environnementale, donc par exemple une réduction de consommation énergétique, de consommation d'électricité, qui permet de dire, bah voilà, on a mis en place une action, il y a un enjeu environnemental, il y a éventuellement un chiffre, et de pouvoir renvoyer sur un support, un complément qui permet de préciser bah, comment on a obtenu ce résultat, sous quelles conditions, quelle va être la méthodologie qu'on va avoir. Et si jamais il y a encore un certain nombre d'autres acteurs, des ONG, d'autres entreprises, des clients, des fournisseurs des, des- ou autres qui veulent en savoir plus, bah, de pouvoir encore aller plus loin dans un support potentiellement très détaillé. Alors, l'enjeu de la confidentialité des résultats, des méthodologies, ça peut aussi être abordé, mais ce qui est préconisé justement pour pouvoir
répondre aux enjeux de la communication que j'ai essayé de présenter tout à l'heure, que ce soit au niveau des normes ISO, et puis de pouvoir aussi répondre à l'enjeu de l'étude de l'ADEME et de Greenflex, qui indiquait que beaucoup de personnes souhaitaient avoir plus d'informations au niveau des produits. Cette méthodologie-là, de manière complémentaire, peut permettre d'y répondre. Alors, juste en conclusion, justement, sur ces enjeux-là, je pense que c'est un petit peu ce qu'on a essayé d'élaborer. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Dès l'instant, on parle de communication environnementale autour d'un produit. On a vu un petit peu les points forts, les points faibles des écolabels, de l'éco-profit, de l'affichage environnemental. Généralement, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit en présentant le sujet de l'autodéclaration. Globalement, beaucoup d'entreprises, finalement, potentiellement aussi des fois sans le savoir, hein, utilisent ce type d'outils de communication. Il y a des règles qui existent. Le point positif, c'est que c'est très flexible. On peut globalement tout faire, mais généralement, le fait de pouvoir être aidé ou accompagné dans sa communication pour éviter justement le greenwashing ou pour pouvoir essayer d'avoir une approche la plus complète possible, ça peut nécessiter d'avoir une expertise ou en tout cas une tierce partie qui permet de valider un petit peu les choses qu'on élabore. Un point juste aussi que je n'ai pas forcément abordé aujourd'hui sur cette notion de communication environnementale que j'avais plutôt orienté sur la vision produit. Il y a des choses qui existent, des labellisations complémentaires qui existent autour des démarches plutôt globales autour de l'entreprise, des démarches RSE, démarches environnementales qui existent. J'ai mis quelques labels qui existent. Pour des PME notamment, hein, ou des grands groupes, il y a un petit peu tout qui existe. Il y a les labels PME+, il y a le bio-OD qui existe, alors plutôt dans le secteur alimentaire. Il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui sont certifiées B Corporation. Je ne sais pas si c'est des choses qui parlent, mais en tout cas, il y a un référentiel qui existe, qui commence à être de plus en plus reconnu. Et puis, il y a des outils plutôt aussi là, nationaux ou internationaux qui existent pour valoriser ou évaluer une performance environnementale ou des démarches de RSE, soit avec Lucie, soit avec Ecovadis. Selon les secteurs, les filières dans lesquelles l'entreprise se trouve, c'est effectivement aussi des choses potentiellement qui peuvent être soit incontournables, enfin, demandées par des clients, soit qui peuvent être complémentaires au dispositif de communication qu'on a vu autour d'un produit. Stéphanie, j'ai remis aussi quelques photos, hein, vous avez des illustrations sur la Mais oui, on a eu communication. des couches, mais non. Voilà. On a produit. Oui, non, ce que je voulais juste rajouter tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas dit, mais en plus, la loi va quand même dans le sens aussi de la clarification de la communication environnementale, notamment la loi AGEC, la dernière loi AGEC, en interdisant des mentions comme biodégradable ou respectueux de l'environnement. Voilà, la loi pousse aussi à la clarification du discours pour ne pas induire le consommateur pour ne pas l'induire en erreur et pour apporter la preuve de ces allégations en appliquant le principe de précaution. Donc en fait, c'est hyper important d'être au clair de ce qu'on avance et au moyen de le prouver ou de le communiquer en fait. Ouais, très bien. Du coup, alors juste pour en conclusion, justement, pour les entreprises qui veulent aller plus loin et en tout cas qui veulent qui veulent intégrer ces notions de communication dans leur offre ou qui veulent développer un programme d'éco-conception, un projet d'éco-conception dans leur gamme, qui se lancent dans l'éco-conception aussi, il y a un dispositif en Nouvelle-Aquitaine qui se déploie, qu'on anime au sein de Soltena avec la CCI, un programme régional autour de l'éco-conception intitulé Bicom, qui l'idée c'est de vous aider justement à analyser votre situation, vous orienter, vous sensibiliser à ces actions, à vous accompagner à la mise en œuvre de votre projet avec des structures expertes sur ces sujets-là, et aussi de travailler à la communication. Donc si jamais vous avez des besoins ou des projets à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous solliciter. Juste aussi, je vais terminer, il y a un cas, la CCI et l'ADEME aussi ont mis à disposition des cas d'études d'entreprises qui veulent travailler sur ce sujet-là. Et par exemple, je suis une entreprise et je voudrais connaître un petit peu le score de mes produits avec un affichage environnement, un affichage spécifique. Il y a globalement des choses qui existent, ou en tout cas, il y a des retours d'expérience qui existent. Vous pouvez télécharger ce guide-là qui est assez bien fait et qui permet aussi de cibler un petit peu les aides qui existent. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même savoir si jamais il y avait des questions sur ce sujet qui est assez dense, hein, je ne vous le cache pas. On va essayer de faire au mieux dans le timing à partie. Est-ce qu'il y a potentiellement quelques questions sur lesquelles on pourrait vous aider?
pas pour l'instant. Donc bon, c'est peut-être qu'on a été trop clair, alors on aurait peut-être dû laisser plus de flou dans le sujet. Eh ben, alors voilà, j'ai une question là que je vois en direct. Quels sont les organismes qui peuvent attester de la sincérité de toutes ces autodéclarations? Et ben alors, généralement, voilà, il faut souvent des interprofessions, des organismes. Euh, enfin, je sais que par exemple, alors nous, c'est vrai qu'on travaille avec eux, mais le pôle éco-conception peut proposer ce type d'action, mais généralement, l'ensemble des bureaux d'études, je dirais, qui travaillent sur le sujet de l'éco-conception, peuvent faire ce rôle, je dirais, de tierce partie, de certification externe d'une communication environnementale. On rejoint un petit peu la partie, je dirais, la méthodologie de l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire que on va mesurer des impacts environnementaux, généralement, quand on fait ce type d'études, quand ça a une visée comparative ou une visée de publication des résultats à destination du public. Généralement, on fait appel à une structure tierce qui, normalement, qui est indépendante de l'étude, qui va vérifier que l'ensemble des hypothèses qu'on a prises en compte, des données, etc., sont cohérentes et qu'on n'a pas mis tous les bénéfices de notre côté. Ça peut être fait sur cet enjeu de communication. Donc, en termes d'organisme, généralement, c'est je dirais que pour être simple, les cabinets, les bureaux d'études en éco-conception peuvent avoir ce rôle-là pour pouvoir vérifier l'allégation. L'AFNOR, il me semble, doit pouvoir aussi mettre en place ce type d'action. Ils ont un label aussi qui existe, qui s'appelle label éco-conception. Alors, c'est à titre plus d'une démarche d'éco-conception, mais ça permet d'avoir une certification, enfin une vision externe de la communication d'une offre et d'argumentaires environnementaux. Voilà, mais globalement, c'est vrai que c'est possible de le faire. Et c'est vrai que là, j'avais repris tout à l'heure une capture d'écran justement de Seb, là, leur démarche éco-design. Ça n'implique pas nécessairement de devoir citer l'organisme tiers qui a fait la certification, ce qui peut des fois potentiellement mettre en difficulté peut-être l'entreprise qui a l'habitude de travailler avec telle structure et qui va faire appel à une autre structure pour pouvoir vérifier une communication. Donc, c'est un point intéressant aussi à connaître. Est-ce que j'ai une autre question? J'ai pas l'impression. Alors, donc, niveau timing, on a dépassé un petit peu le temps, mais bon, j'espère que le sujet vous a intéressé, en tout cas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vous envoyer le support, le contenu, nos coordonnées, si jamais vous avez des questions ou des compléments à ce sujet ou à d'autres sujets. On était ravis, en tout cas, de vous proposer ce webinaire. Et puis, pareil, le replay sera disponible très rapidement. Voilà, et merci à tous. Puis merci Stéphanie aussi Merci à tous, merci de ta Damien. présence. Avec plaisir. Merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir.